Merci, professeur Zeglewi. Et donc j'invite mon amie, Madame le professeur Fatma Khalsi, qui est pneumopédiatre à l'hôpital d'enfants à Tunis et qui va nous parler des infections respiratoires récidivantes de l'enfant. Quel bilan? Alors, professeur Khalsi, elle a une autre casquette. Elle est membre du conseil scientifique de la faculté de médecine de Tunis. Merci. Merci. À vous la parole. Vous avez 20 minutes. Ok. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation pour leur aimable invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve encore une fois à Djerba pour vous parler des infections respiratoires récidivantes de l'enfant, quel bilan et quelle démarche diagnostique. Donc, les pneumopathies aiguës communautaires de l'enfant constituent un problème de santé publique, de par leur morbidité, qui est certes lourde, mais aussi de leur mortalité, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Donc ça constitue l'une des premières causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et surtout chez le nourrisson de moins de 2 ans. Les bronchopathies récidivantes ou infections respiratoires basses récidivantes constituent une cause fréquente de consultation en pédiatrie. Les étiologies en sont multiples, qu'elles soient locales ou générales, la prise en charge est spécialisée. Pour définir le cadre nosologique, on va définir l'infection pulmonaire d'une manière schématique. La pneumonie, c'est l'infection du parenchyme. Les infections des voies respiratoires sont essentiellement la trachéite, la bronchite et la bronchiolite. La pneumonie va associer des signes respiratoires à des signes infectieux. Les signes respiratoires vont être dominés par la toux, les signes de lutte, mais surtout la tachypnée qui témoigne de l'atteinte parenchymateuse. Le foyer, la radiographie, la réalisation d'une radiographie thorax est systématique pour illustrer et confirmer le diagnostic de pneumopathie. Les anomalies auscultatoires sont inconstantes chez l'enfant puisqu'on peut avoir une véritable pneumonie avec une auscultation pulmonaire strictement normale chez le nourrisson et chez l'enfant. Donc, si on récapitule, la définition d'une bronchopneumopathie dans le cadre nosologique, c'est une symptomatologie respiratoire riche avec des signes infectieux, essentiellement la fièvre qui peut être bien ou mal tolérée, un foyer radiologique et des signes auscultatoires qui sont inconstants. Les bronchopneumopathies récidivantes, il n'y a pas de définition unanime, il n'y a pas de bibliographie récente et riche sur les bronchopathies récidivantes parce que ça reste toujours un sujet de controverse en pédiatrie. La définition la plus adoptée sur le plan international, c'est au moins plus de 2 épisodes par an de pneumonie, ou bien au moins de plus de 3 épisodes de pneumonie dans la vie d'un enfant, avec une radiographie intercritique normale. Sur le plan épidémiologique, la prévalence et la fréquence exacte ne sont pas très bien étudiées puisqu'il y a peu d'études dans la littérature. À travers les études dans les pays occidentaux, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, on estime que 7,7 à 9% des enfants qui ont eu une pneumonie vont avoir des bronchopathies récidivantes par la suite. En Tunisie, on a une étude menée par feu Dr Bayouz en 2000, donc colligeant 350 enfants sur 6 ans, soit à peu près 60 enfants par an. 2% du total des hospitalisations et 90% des enfants atteints de bronchopathie récidivantes sont âgés de moins de 5 ans. Et pour faire des bronchopathies récidivantes, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque qui ressortent de la littérature sont essentiellement la prématurité, la présence d'une bronchodysplasie. Pourquoi la prématurité? Pourquoi la dysplasie bronchopulmonaire? Justement pour l'immaturité du système immunitaire, surtout l'immunité innée, avec une phagocytose qui est altérée, avec une fonction respiratoire qui est encore immature. Deuxième facteur de risque est l'atopie. L'atopie, c'est une immunité innée qui est altérée aussi, avec donc une clairance mucociliaire qui est altérée aussi. L'exposition au tabagisme passif est un facteur de risque indéniable de bronchopathie récidivante. Pour qu'un enfant évolue d'une pneumopathie à des bronchopathies récidivantes, l'exposition au tabagisme passif est un facteur de risque indéniable, surtout que ça va induire un volume pulmonaire néonatal qui est beaucoup plus réduit, une immunité innée qui est altérée, une diminution, une augmentation de l'adhérence bactérienne et une fonction respiratoire qui est altérée. La promiscuité est un facteur de risque de bronchopathie récidivante devant l'exposition aux pathogènes respiratoires qui est beaucoup plus fréquente et beaucoup plus accrue. La pollution extra- et intradomestique est expose à l'inflammation bronchique chronique qui va faire le lit de bronchopathie récidivante.
Pourquoi parler des bronchopathies récidivantes? Quelle est la problématique de cette pathologie et de cette entité? Ça constitue un challenge pour le spécialiste, que ce soit pédiatre ou pneumologue ou pneumopédiatre, car ça constitue une source d'inquiétude permanente aux parents. Pourquoi mon enfant refait? Pourquoi mon enfant ne guérit jamais? Qu'est-ce qu'il a, mon enfant? Et ça incite à un cercle vicieux d'avis et d'explorations multiples qui ne finissent jamais. Le rôle du spécialiste dans tout ça est de faire le tri, d'une analyse fine des données, une définition exacte du cadre nosologique, de mettre les points sur les i, de éliminer ce qui n'est pas BPR, de relever les signes d'inquiétude à travers une anamnèse et un examen physique attentif, ce qui va nous amener à faire des explorations orientées et de faire le point chez un enfant qui a une éducation immunitaire normale chez un enfant sain et plutôt un enfant qui a des bronchopathies récidivantes avec des signes d'inquiétude qui va amener à faire pousser les investigations à la recherche d'une maladie sous-jacente. La démarche diagnostique doit être rigoureuse, doit être structurée, personnalisée, pourquoi pas, et ce, à travers une démarche qu'on va voir ensemble. Et l'approche est basée sur 5 questions principales. Les 5 questions fondamentales. Est-ce que l'enfant a des infections récurrentes? Est-ce qu'il y a une atteinte supérieure ou inférieure, ou bien les deux? Existe-t-il d'autres atteintes extra-pulmonaires? Une maladie générale telle que la mucoviscidose ou la dyskinésie ciliaire primitive? Quelle est la fréquence ou la sévérité des symptômes? Et cinquièmement, l'atteinte est-elle localisée ou bien changeante ou généralisée? Pour répondre à la première question, la définition de récurrence. La définition de récurrence, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 2 épisodes par an ou 3 épisodes durant toute la vie. Et bien, pour l'enfant de moins de 5 ans, la récurrence est définie par 4 épisodes parce que l'enfant de moins de 5 ans, l'âge préscolaire, ça induit des viroses à répétition, ça prédispose à faire des viroses. Donc 4 épisodes par an, c'est la définition de récurrence à cet âge. Par contre, entre 5 et 9 ans, c'est 2 épisodes par an, et au-delà de l'âge de 9 ans, c'est 1 épisode par an. Le caractère persistant aussi entre dans le cadre nosologique d'infections récurrentes, d'infections respiratoires récurrentes, puisque la persistance est définie par des anomalies cliniques et radiologiques persistantes plus de 1 mois, voire 3 mois après l'épisode aigu. Donc la récurrence, c'est donc 2 en 1 an, 3 quel que soit le délai, avec une radiographie intercritique qui est normale. Donc la démarche diagnostique et le déroulé clinique va être basé sur un interrogatoire minutieux, policier, basé sur l'histoire clinique, le type des symptômes, est-ce qu'il fait des bronchites sifflantes, est-ce qu'il a une toux chronique, est-ce qu'il a la toux et la recrudescence nocturne, elle est plutôt sèche, plutôt grasse, est-ce qu'il a un encombrement permanent, est-ce qu'il a une bronchorrhée matinale, la date, le mode de début, brutal, progressif, le caractère saisonnier, est-ce qu'existe-t-il un facteur déclenchant en particulier qui se répète à chaque épisode? La fréquence des épisodes, est-ce qu'il y a des traitements reçus et leur efficacité éventuelle? Une corticothérapie inhalée qui a été mise en place, l'efficacité de cette corticothérapie. À l'imagerie, quels sont les lobes qui sont atteints? Elle se localise au même endroit ou bien c'est une atteinte multifocale? Donc toutes ces questions doivent être validées, recherchées à l'anamnèse. Et on doit rechercher aussi les signes extrapulmonaires, pas que le poumon. On va sortir du poumon pour voir les signes ORL, notamment il y a un ronflement, un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil, des otites à répétition. Est-ce qu'il a une dermatite atopique, des troubles digestifs, une diarrhée chronique, plus que 4 semaines de diarrhée, des troubles de la déglutition associés, des signes neurologiques, un enfant qui a un examen neurologique qui n'est pas normal, une encéphalopathie, une maladie neuromusculaire sous-jacente ou d'autres anomalies à l'anamnèse que la maman va transmettre spontanément ou qu'il faut rechercher systématiquement. Ne pas oublier les antécédents personnels, il faut fouiller dans les antécédents. Il faut faire une étude rigoureuse du carnet de santé, la période néonatale. Est-ce qu'il y a eu une détresse respiratoire néonatale inexpliquée? Cette détresse peut être expliquée par une dyskinésie ciliaire, avec des atelectasies à bascule à la période néonatale, une détresse on n'a pas pu étiqueter cette détresse, la prématurité, le séjour en réanimation, l'oxygénothérapie prolongée peut faire le lit d'une dysplasie bronchopulmonaire, avec une oxygénodépendance à J28 de vie.
Une virose respiratoire grave avec un séjour en réanimation qui va faire poser le diagnostic de séquelles graves de virose ou bronchiolite oblitérante post-infectieuse. Une dermatite atopique qui peut être associée à une atopie respiratoire, une allergie respiratoire, de l'asthme ou bien un déficit immunitaire tel que le syndrome de Wiskott-Aldrich. Les antécédents chirurgie néonataux, les maladies neuromusculaires. Il faut fouiller aussi dans les antécédents familiaux, puisqu'il faut rechercher les maladies héréditaires. Il faut rechercher une consanguinité, des cas similaires, des décès en bas âge, des cas d'insuffisance respiratoire chronique dans la famille. Ça fait maladie respiratoire générale telle que la mucoviscidose. Une stérilité masculine, ça oriente vers la dyskinésie ciliaire primitive. Une atopie familiale. L'environnement, l'exposition au tabagisme passif, parce que cette exposition justement, elle va favoriser la survenue d'infections respiratoires récidivantes, et bien sûr évaluer le domicile et l'exposition de l'enfant aux allergènes domestiques intérieurs. L'examen physique doit être attentif et complet, puisqu'il va évaluer l'état nutritionnel. La courbe de croissance staturopondérale de l'enfant doit être évaluée. Une courbe de croissance avec une cassure du poids et de la taille doit faire inquiéter. C'est un signe d'inquiétude clinique et on doit rechercher une maladie sous-jacente. Le carnet de santé doit être étudié avec les poids et les tailles de l'enfant. L'examen physique va détailler l'appareil respiratoire, les anomalies auscultatoires, leur type et leur siège, mais aussi des signes d'inquiétude à l'inspection, la cyanose, l'hypocratisme digital, les déformations thoraciques qui signent l'insuffisance respiratoire chronique, un bruit anormal à l'examen, un stridor, un wheezing au deux temps qui signe l'atteinte trachéale. L'examen physique aussi peut intéresser et doit intéresser le cœur à la recherche de bruit du cœur en place ou dévié dans le cas d'une dyskinésie ciliaire primitive, dans le cas d'un syndrome de Cartagena, un souffle dans le cas d'une cardiopathie congénitale à shunt gauche-droite, les signes ORL des séquelles d'otite, rhinorrhée chronique à début précoce, un jetage purulent, la peau des lésions de dermatite atopique et les os à la recherche de déformations osseuses dans le cas d'un rachitisme avec atteinte pulmonaire, les troubles de la déglutition qui peuvent faire le lit de bronchopathie récidivante, un examen neurologique avec l'atteinte neuromusculaire puisque les patients neuromusculaires vont faire des bronchopathies récidivantes, c'est multifactoriel, c'est les troubles de la déglutition, c'est l'atteinte musculaire en elle-même qui va faire que l'enfant va faire ces bronchopathies récidivantes. Après cette anamnèse et cet examen clinique complet qui ne concerne pas que le poumon, mais tous les autres organes, on va faire les examens de première intention. Et le premier examen qui est obligatoire, c'est la radiographie thorax de face, en inspiration et en expiration, à la recherche d'une atélectasie, trouble de la ventilation, basale, apicale, les opacités alvéolaires, leur siège, l'élargissement du médiastin à la recherche d'une masse, comme la photo qui est en bas à droite, donc une masse, des adénopathies, l'ambre thymique dans la photo qui est au milieu, il y a absence de l'ambre thymique, ici il y a une agénésie thymique à cet âge, à un âge vers l'âge de 2 ou bien moins de 2 ans, c'est qu'il y a un déficit immunitaire, notamment cellulaire. L'ambre du cœur aussi, la silhouette cardiaque, essentiellement la cardiomégalie, elle va nous dire que l'enfant est porteur d'une cardiopathie éventuelle et cette cardiopathie peut faire le lit de bronchopathie récidivante. Donc, parmi les examens de première intention, à part la radiographie thorax, qui est le premier examen complémentaire de première intention, il y a l'hémogramme, la numération en formule sanguine qui va rechercher une anémie, une leuconeutropénie, une lymphopénie, l'examen ORL qui va donc rechercher une hypertrophie des végétations adénoïdiennes, la TDM thoracique qui est certes un examen irradiant chez l'enfant, surtout l'enfant de moins de 2 ans et de moins de 5 ans. Les indications doivent être ciblées, éviter les irradiations inutiles et suivre le principe ALARA, as low as reasonably achievable, c'est-à-dire que les radiopédiatres vont savoir la dose exacte pour minimiser les irradiations et les pédiatres ou les pneumologues vont indiquer le scanner quand il le faut. Donc les examens de deuxième intention sont guidés par l'orientation étiologique.
Après anamnèse, examen et radiothorax, on va faire IDR quantiférence suspecte une tuberculose, des tests cutanés allergologiques et de la spirométrie si on suspecte de l'asthme, la périmétrie de 24 heures, la pédensmétrie si on suspecte une pneumopathie de reflux récidivante, un bilan immunologique, surtout le dosage des immunoglobulines, le dosage des sous-classes, l'étude de l'immunité cellulaire, la sérologie VIH, les dosages des anticorps vaccinaux vis-à-vis des antigènes T dépendants et indépendants, surtout si on suspecte un déficit immunitaire. Et le déficit immunitaire qui fait le lit des bronchopathies récidivantes, c'est le déficit immunitaire combiné ou la gamma-globulinémie ou le déficit immunitaire commun variable. L'endoscopie bronchique va être indiquée si le siège est le même, c'est un bilan lésionnel à la recherche d'un corps étranger méconnu et éventuellement pour faire une biopsie des cils. Le test de la sueur, si on suspecte bien sûr, si on a des signes extra-respiratoires, la mucoviscidose. Donc il y a bien sûr des signes d'inquiétude anamnestique et clinique, surtout les décès en bas âge, les symptômes qui sont sévères, donc les symptômes qui s'améliorent pas avec le temps, l'aggravation des symptômes, les infections respiratoires, mais aussi les atteintes extra-pulmonaires. Tout ça constitue des signes d'inquiétude anamnestique et clinique. Les étiologies des bronchopathies récidivantes sont multiples, parfois multifactorielles, intriquées, ce qui démontre l'hétérogénéité des infections respiratoires chroniques. Donc, sur des lésions structurelles, comme par exemple une dyskinésie ciliaire primitive, peut se greffer des anomalies inflammatoires bronchiques sur un terrain d'immaturité immunitaire. Donc le tout va faire que l'enfant va faire des bronchopathies récidivantes. Donc récurrentes ou persistantes, même localisation ou localisation variable. S'il s'agit de bronchopathie récidivante au même endroit, il s'agit très probablement d'une obstruction intraluminale, essentiellement l'inhalation de corps étrangers, ou bien tumeur, c'est rare chez l'enfant. Une obstruction extraluminale, c'est dominé dans notre pays par les adénopathies tuberculeuses. Le syndrome du lobe moyen, qui n'est pas rare, qui est fréquent, et ça, c'est un équivalent d'asthme. Les anomalies structurelles, surtout les sténoses et les atrégies bronchiques, les bronchomalacies, les trachéo- et bronchomalacies, les malformations pulmonaires. Concernant les localisations variables, c'est essentiellement donc l'asthme, un déficit immunitaire surtout humoral ou combiné, les cardiopathies congénitales à shunt gauche-droite, la mucoviscidose, les dyskinésies ciliaires primitives, les anomalies structurelles bronchiques et la dysplasie bronchopulmonaire. Donc, devant des infections respiratoires récurrentes, après une anamnèse rigoureuse policière, un examen physique attentif, une évaluation radiologique première, on va évaluer la récurrence par le nombre d'épisodes, 2 pneumonies en un an ou 3 pneumonies dans la vie d'un enfant avec une radio intercritique qui est normale. On va exclure le diagnostic d'asthme, puisque le diagnostic il est assez facile, et on va faire une endoscopie de première intention si les bronchopathies surviennent au même endroit. Si les bronchopathies surviennent dans des régions variables changeantes, on va s'aider par la tomodensitométrie de première intention, suivie par les autres explorations par la suite. Et il faut parler du profil évolutif. Si ces bronchopathies récidivantes ne sont pas diagnostiquées à temps, ça va évoluer vers les dilatations de bronches chez l'enfant et ça va être un adulte qui va être malade tout le temps. Donc les dilatations de bronches, c'est la complication ultime que le pédiatre doit à tout prix éviter parce que ça va évoluer vers la bronchite bactérienne persistante par la suppuration pulmonaire chronique et puis par les bronchectasies ou les dilatations de bronches, ce qui est la complication ultime qu'il faut éviter à tout prix. Et je vais illustrer par cette série italienne dans un hôpital universitaire. Donc, les bronchopathies récidivantes ont été étudiées chez 53 patients à peu près. Et pour les cas où la localisation est au même endroit, 61% des cas c'était un syndrome du lobe moyen, 11% c'était une malacie localisée bronchique, 21% c'était une malformation pulmonaire et 7% c'était une tuberculose. Dans cette série italienne, les bronchopathies récidivantes avec localisation variable, donc 9% c'était des déficits immunitaires, 5% c'était la mucoviscidose, 51% c'était une dyskinésie ciliaire primitive et 22% cause indéterminée. 22% de causes indéterminées à l'âge pédiatrique.
À travers cette méta-analyse, à travers plusieurs pays, donc l'Italie, le Canada, la Turquie, l'Inde, l'Espagne et les Pays-Bas, la cause la plus fréquente est la pneumopathie de reflux, suivie par les déficits immunitaires et les pathologies cardiaques et vasculaires. Notre série personnelle du service, c'est un travail de thèse qui a colligé 47 cas de bronchopathie récidivante sur 5 ans, sur une période de 5 ans. Nous avons colligé 12 cas de mucoviscidose, 7 cas d'anomalie des arcs aortiques, 8 cas de dyskinésie primitive, 5 cas de séquelles graves de virose ou BOPI, 2 cas de dysplasie bronchopulmonaire, 2 déficits immunitaires, 3 PID, 3 sténoses et compressions bronchiques, 2 troubles de la déglutition et 2 malformations bronchopulmonaires. Donc, en conclusion, les bronchopathies donc récidivantes chez l'enfant est un problème significatif, ce n'est pas rare en pédiatrie en termes de morbidité. Et ça entraîne une morbidité qui est très lourde, avec des séjours hospitaliers qui sont très lents. La démarche diagnostique doit être rigoureuse, doit être structurée et personnalisée au cas par cas. Donc, basé sur un interrogatoire policier minutieux, un examen clinique complet, attentif, des examens complémentaires orientés, la place essentielle est allouée à la radiographie thorax de première intention. Les étiologies des bronchopathies récidivantes sont multiples et il faut s'acharner à trouver l'étiologie à tout prix d'une manière précoce, justement pour améliorer le pronostic, pour adapter la prise en charge et pour sauvegarder le capital respiratoire de l'enfant futur adulte. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Khalsi, pour cette belle présentation très claire, très précise, avec des messages clés très pertinents. Alors, la parole est à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Alors, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pour faciliter l'enregistrement. Oui, merci pour ce superbe exposé, vraiment très très bien. En pathologie adulte, quand on a un problème d'infection récidivante, on fait un dosage de l'alpha-1 antitrypsine. D'accord. Et chez les pédiatres, on n'en parle jamais. Pourtant, ces déficits en alpha antitrypsine, surtout les AZAD, ils les ont bien depuis la naissance. Pourquoi est-ce que les pédiatres ne les recherchent pas? Merci pour votre question. On ne le recherche pas systématiquement, c'est vrai, le déficit dans l'alpha antitrypsine, justement parce que ça induit un emphysème, surtout un emphysème pulmonaire, surtout chez l'adolescent. C'est plutôt une des bronchopathies récidivantes, mais c'est de l'emphysème pulmonaire. C'est de l'emphysème pulmonaire plutôt que des pneumopathies à répétition. La petite nuance, c'est l'emphysème plutôt que les pneumopathies à répétition, c'est ça. Donc ça fait pas partie systématiquement de notre bilan d'orientation. Oui, c'est Ali. Merci Fatma pour cette belle présentation. Merci. Moi, je voulais faire une petite observation et te redemander de nous remettre l'algorithme parce qu'il est passé à une vitesse grand V, on n'a pas vu grand-chose. Si ça vous dérange pas. D'accord, bien sûr. Je voulais vous dire, moi, je préfère rester à la définition ancienne. La définition ancienne était plus intéressante parce qu'à mon avis, 3 épisodes durant la période hivernale ne correspondent pas à 2 épisodes qui sont sur toute une année. D'autant plus que le terme d'utiliser de récurrence n'est pas le bon terme, parce que récurrence veut dire qu'il y a un soubassement pathologique continuel. Alors que la récidive veut dire, justement, comme vous l'avez écrit, qu'il y a une période, si vous voulez, de guérison ou de stabilisation, alors que l'autre, c'est pas du tout la même chose. Et que nous, notre problème, quand les gamins viennent nous voir la plupart du temps, les enfants, on a ce problème de récidive. Et dans 90% des cas, notre attention va vers l'asthme. C'est ce qui nous inquiète le plus. Par la suite, derrière, on peut trouver autre chose. Mais je pense que garder 3 fois, parce que 2 fois pendant une année, mais tout le monde fait 2 fois pendant une année. Vous êtes pédiatre, on va pas mettre tous dans le... Et puis le deuxième point qui n'est pas très, à mon avis, la différence entre ce que c'est qu'une bronchopathie, les bronchites aiguës, c'est pas les pneumonies quand même. Quand il fait 2 pneumonies, c'est énorme. Quand il fait 3 bronchites, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'ils devraient, même s'ils ont fait ça, c'est bien de le réviser en fonction de notre pratique courante. Voilà. Merci pour votre remarque, Sylvie. Donc, je pense que la définition ancienne répond plus à nos besoins en tant que pédiatre et en tant que pneumologue. C'est 3 épisodes inflammatoires ou infectieux.
3 épisodes inflammatoires ou infectieux. La définition actuelle, c'est 2 épisodes infectieux, pneumonie documentée par une radiographie thorax, ce qui n'est pas le cas chez tous les enfants, parce que l'enfant, il a cette symptomatologie, mais il n'a pas eu forcément de radiographie thorax, on n'a pas documenté cet épisode. Oui. On l'a pas tout le temps. On l'a pas tout le temps. La multiplex, tout à fait. L'ancienne définition répond mieux à nos besoins cliniques, disons, de pratique clinique. Tout à fait. Alors, Sila Saad, oui. Voilà, j'ai une question. Bon, c'est pas une critique, mais pourquoi vous voulez attendre qu'il y ait 2 épisodes ou 3 épisodes avant de lancer le bilan chez un enfant, normalement, qui est en bon état de santé et qui présente une bronchopneumonie? Moi, d'emblée, si les parents nous l'amènent, commence à rechercher les étiologies, entre autres, et en première intention, les allergies, parce qu'il y a une association fréquente d'allergies respiratoires et d'épisodes de bronchopneumonie, le reflux gastro-œsophagien, et je complète par la recherche de déficit immunitaire, mais je ne vais pas faire tout un bilan très très complet. J'ai d'excellents résultats comme ça. Oui, je vous remercie pour votre remarque. Oui, pourquoi pas. On peut explorer dès le premier épisode, mais il y aura beaucoup d'enfants à explorer si on explore dès le premier épisode. Et c'est la place de l'anamnèse et l'examen physique justement pour faire la part des choses. Est-ce que c'est vraiment de l'atopie, de l'allergie, ou bien c'est autre chose, c'est une maladie générale. Donc l'anamnèse et l'examen physique vont faire la part des choses au final. Donc c'est ça, c'est au cas par cas, c'est personnalisé, c'est individualisé. On n'explore pas dès le premier épisode, mais on peut mettre sous traitement, on peut voir la réponse thérapeutique dès le premier épisode. Le seul examen à démarrer, c'est essentiellement une radiographie thorax, une numération en formule sanguine, pourquoi pas. Les autres, franchement, irradier un enfant, scanner et tout, dès le premier épisode, ça sert absolument à rien. Donc, voilà, si Tawfiq, oui. Oui. Alors là, je parle en tant que pédiatre. Hein. On a remarqué qu'il y a des tout petits, dès qu'on met à la crèche, ils commencent à tousser. Mais dès qu'on les retire, finalement, tout s'arrête. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau syndrome, syndrome crèche? Est-ce que la crèche n'est pas considérée comme cause ou comme comorbidité? C'est la promiscuité, et c'est la promiscuité avec donc l'exposition accrue à des virus respiratoires. Justement, c'est un cocktail molotov de virus respiratoires. Et l'enfant qui a une immunité innée qui est encore immature et une immunité adaptative qui est encore immature va être infecté rapidement par ces virus respiratoires justement, et il va faire des infections respiratoires récidivantes. Justement, le nombre est augmenté chez les enfants de moins de 5 ans. Le syndrome crèche, c'est des viroses respiratoires, c'est l'immaturité immunitaire finalement, c'est ça. Docteur Mahalej, oui. Merci beaucoup, Dr Khalsi, pour cette belle présentation. En fait, par rapport aux facteurs étiologiques également des bronchopneumonies, je pense le tabagisme passif auquel sont exposés les enfants par les parents fumeurs, constitue un facteur étiologique, et des fois, il faut pas peut-être se lancer dans un bilan peut-être des fois gênant pour le petit, hein, mais déjà chercher des facteurs auxquels on peut agir rapidement, tels que le tabagisme des parents. Tout à fait, et on l'a mis, donc l'exposition au tabagisme passif, elle est vraiment délétère, puisque même chez le nouveau-né, il y a une diminution du volume pulmonaire. Si la maman, elle est tabagique, ou le papa est tabagique, ou le nouveau-né, il vit dans un environnement de tabagisme passif, il y a une diminution du volume pulmonaire, il sera exposé à faire des viroses dès la petite enfance. Oui, merci. Oui. Docteur Masmoudi, puis Docteur Café, Henri Café, voilà. Donc, bonjour. Oui. Il faut te lever pour qu'on te voit. Ah bon, je me lève, voilà. Je suis le doyen de la Réunion. Je suis pneumologue d'adultes. J'ai entendu parler d'emphysème. En fait, l'emphysème, c'est un terme générique. Il y a, à ma connaissance, l'emphysème centrolobulaire qui arrive après plusieurs infections répétitives, même chez le jeune enfant, mais pas chez le nourrisson, et l'emphysème centrolobulaire, panlobulaire, qui lui est une rareté et souvent congénitale. Alors je crois qu'il fallait le préciser, je l'ai fait, voilà. Merci beaucoup. Merci, Dr Masmoudi. Merci, Dr Khalsi. Je voulais juste vérifier concernant les travaux qui ont été effectués dans ce micro, s'il vous plaît. Oui.
J'ai voulu juste vérifier concernant les travaux qui ont été faits dans ce sens. Est-ce que vous avez vérifié que le calendrier vaccinal de ces enfants, est-ce qu'ils sont bien vaccinés et spécialement, est-ce qu'ils ont eu le vaccin antipneumococcique? En d'autres termes, est-ce que ce vaccin influe quand même le profil de ces enfants? Le vaccin, certes, la série, elle est sur 5 ans. Entre 2017 et 2023, à peu près, c'est ça, 2017, 2023, 2022. La thèse s'est déroulée entre 2017 et 2022. Et les enfants, à partir de 2019, sont systématiquement vaccinés contre le pneumocoque en Tunisie, à partir de 2019. Donc, il y a parmi les patients de notre série, ceux qui n'ont pas été vaccinés systématiquement contre le pneumocoque, mais on a trouvé des pathologies générales sous-jacentes. On a trouvé quand même des pathologies générales sous-jacentes, même si c'était bien vacciné contre le pneumocoque. Certes, il diminue la prévalence des infections, des pneumonies aiguës, mais il ne diminue pas le vaccin la récurrence de bronchopathie récidivante, justement, car il y a une pathologie, et on trouve une pathologie générale sous-jacente, notamment héréditaire. Alors, merci, professeur. Oui, c'est Nasr. Allez-y, tu poses une question, toi. Alors, en attendant, je vais poser ma question. Moi, je vais revenir sur la notion de récurrence, qui est vraiment difficile à déterminer. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, chez les patients qui ont vraiment des symptômes qui sont typiques de mucoviscidose, en dehors de ces patients, est-ce que vous pensez pas qu'il vaut mieux, il y a un bilan à minima qu'il faut demander dès le premier épisode, parce que là, on parle de pneumonie, notamment chez les patients qui sont pas exposés à un tabagisme passif ou qui sont pas en âge préscolaire, à savoir l'examen endoscopique, parce que nous, devant une pneumonie chez un jeune enfant, on a tendance à éliminer un corps étranger. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un bilan à minima qu'il faut faire d'emblée, dès le premier épisode, confirmé par le pneumopédiatre ou par le pneumologue? La radiographie thorax cinématique, on voit si un lobe atteint, si deux lobes, si l'atteinte elle est au même endroit ou plutôt localisation variable, si il y a plusieurs lobes qui sont atteints. Donc c'est plutôt l'imagerie, le scanner dans ce cas. S'il y a le même lobe qui est atteint à chaque fois, c'est l'endoscopie. Il faut refaire l'anamnèse à la recherche d'un syndrome de pénétration qui est passé inaperçu et tout. Et ne pas hésiter à faire l'endoscopie si l'histoire clinique et si l'aspect radiologique cadre plutôt vers un corps étranger vieilli passé inaperçu, ne pas hésiter à faire l'endoscopie, bien sûr. Si l'enfant, il est encore symptomatique, si l'enfant souffre encore, il faut le soulager. Donc le bilan à minima, c'est radiographie thorax, NFS, ou de première intention, et puis voir pas d'exploration endoscopique d'emblée. Voir on a si peur des corps étrangers organiques qui risquent de passer inaperçus tout à fait, mais pas dès le premier épisode, La khira, c'est la radiographie thorax, et si on retrouve le même foyer, il faut aller faire alors on va finir avec Sina Serlouitbi. Oui. Est-ce qu'on a une idée sur le devenir de la fonction respiratoire de ces enfants? Est-ce que ces enfants vont avoir à l'âge adulte une fonction respiratoire normale ou bien une fonction respiratoire altérée? Et probablement, ces enfants sont probablement des candidats à une BPCO ultérieurement ou d'autres. Tout à fait. Ça dépend de l'étiologie, Ça dépend de l'étiologie. Mais globalement, les séries de bronchopathie récidivante de l'enfant, les bronchopathies récidivantes chez l'enfant, si ils sont d'étiologie inconnue. Si on connaît pas l'étiologie, c'est les futurs BPCO de l'adulte. Justement, la fonction, c'est les futurs BPCO de l'adulte. Mais si on connaît une étiologie générale, telle que la mucoviscidose, la dyskinésie ciliaire, ça dépend de l'étiologie. La mucoviscidose, s'il est prise en charge à temps et tout, si la fonction n'est pas vraiment altérée, ça évolue dans le temps, en fait. Ça évolue dans le temps, ça dépend de la pathologie, ça dépend de la précocité du traitement, ça dépend de la colonisation par le piocyanique, c'est multifactoriel au fait. Ça dépend de plusieurs paramètres. Mais généralement, les bronchopathies récidivantes chez l'enfant font le lit de BPCO de l'adulte.